Then I come out the corner. Said I come out the corner. Run to the road. Run to the road. Run to the road. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Il est partout. Depuis des années, les médias du monde entier répètent son nom. Financier mystérieux, milliardaire, pédophile condamné, on entend beaucoup de choses à son sujet, mais qui est vraiment Jeffrey Epstein et que révèlent ses dossiers? Car derrière cet homme se cache un réseau de pouvoir, un réseau d'influence, un réseau qui touche les plus hautes sphères de la politique, de la finance et même de la science. Le vendredi 30 janvier 2026, dans le cadre de l'enquête fédérale sur Jeffrey Epstein, le département de la justice des États-Unis a publié des millions de documents accessibles à tous sur son site internet. Via des mots-clés, on peut y trouver des mails, des rapports de police, des échanges de SMS, des témoignages, des registres de vol, des contrats, 3 millions de documents que presque personne n'a lus. Parce que 3 millions, c'est colossal, c'est énorme, écrasant. Et il est tout à fait compréhensible que l'immense majorité d'entre nous n'ait ni le temps, ni l'énergie, ni même l'envie de fouiller parmi des millions de liens sur le site du gouvernement américain. Et c'est précisément pour cette raison que je me suis forcé à effectuer ce travail ces 15 derniers jours. J'ai épluché, classé et recoupé des centaines de documents par thème. Ils ne représentent qu'une infime partie des dossiers Epstein, mais ce qu'ils révèlent va bien au-delà de quelques magouilles financières et d'un simple réseau de trafic sexuel. Jeffrey Epstein est né le 20 janvier 1953 à Brooklyn. Il n'a pas de diplôme universitaire et était professeur de mathématiques dans un lycée privé de Manhattan dans les années 70. C'est en 1976 qu'il met un pied dans le monde de la finance lorsqu'il est embauché par Bear Stearns, une banque d'investissement de Wall Street. En 1982, il quitte Bear Stearns et fonde sa propre société de gestion financière. À l'époque, Epstein débute et tous ses clients sont anonymes. Sauf un, Leslie Wexner, qui n'est autre que le propriétaire de la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret. Wexner lui donne une procuration totale sur sa fortune. Epstein devient son conseiller, son homme de confiance. Dans les années 90, Epstein vit la belle vie. Il est riche, fait la fête et rencontre des personnalités. Mais en 2005, la police de Palm Beach, en Floride, reçoit une plainte. Une femme affirme que sa fille de 14 ans a été recrutée par une fille plus âgée qui l'aurait emmenée au manoir de Jeffrey Epstein. Elle aurait été payée $300 pour masser et se faire masser par l'homme. La description de ces massages se trouve dans le rapport, et elle se passe de traduction. L'enquête va durer 11 mois et révéler un système bien plus élaboré qu'imaginé, et des dizaines d'autres victimes mineures. En 2008, suite au rapport de l'enquête, Epstein encourt la prison à perpétuité. Il est accusé, entre autres, de relations sexuelles illégales avec des mineurs. Contre toute attente, il conclut un accord de non-poursuite avec Alexander Acosta, procureur fédéral de Floride, lui permettant de faire face à des chefs d'accusation allégés. Epstein n'est plus poursuivi pour relations sexuelles avec mineurs, mais seulement pour sollicitation de prostitution. Il plaide donc coupable et n'écope que de 18 mois de prison et obtient l'immunité judiciaire pour ses complices. Aucune des victimes n'a été informée de l'accord, bien que la loi l'impose. Epstein n'effectuera finalement que 13 mois de prison pour bonne conduite, et pour couronner le tout, il obtient une permission de sortie 6 jours par semaine. Billionaire Jeffrey Epstein will be a free man today. After 1 year on house arrest, Epstein's federal probation ends today. News Channel 5's Thalia Hayden joins us now live from the federal courthouse with more. Thalia, good morning. Some people are saying that Epstein got off easy. Après sa libération, en 2009, Epstein reprend donc une vie publique et mondaine, sans contrôle. Il est cependant inscrit pour le restant de ses jours sur la liste des délinquants sexuels.
2018, le Miami Herald publie une enquête sur Epstein, après avoir identifié au moins 80 victimes, affirmant avoir été agressé sexuellement entre 2001 et 2006. Le 2 juillet, l'homme d'affaires est accusé, entre autres, pour trafic sexuel de mineurs et est incarcéré à New York, en attente d'un procès dont la date est fixée à juin 2020. Il encourt une peine allant jusqu'à 45 ans de prison. Mais un peu plus d'un mois plus tard, Jeffrey Epstein est décédé, mais le scandale Epstein, lui, est loin d'être terminé. Une autopsie réalisée dimanche pourrait aider à éclaircir les circonstances de la mort du financier. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule samedi. Il y aurait des choses à dire sur le sujet, beaucoup, mais je ne reviendrai pas sur les théories autour de sa mort. Ghislaine Maxwell, sa complice, elle, est arrêtée le 2 juillet 2020 et sera condamnée en 2022 à 20 ans de prison. Voilà pour l'historique. Mais pour bien comprendre Epstein et la portée de cette affaire, il faut comprendre son système. Un système qui nécessitait des lieux, dont Little St. James, une île privée, pas de voisins, pas de témoins. Plusieurs affaires nous y amèneront plus tard. Le Zorro Ranch, dans le Nouveau-Mexique, un ranch de 33 000 hectares dans le désert, isolé et surveillé. Nous y reviendrons également. Son hôtel particulier à Manhattan, c'est l'une des plus grandes résidences privées de New York. L'appartement serait truffé de caméras. Voici quelques photos prises lors d'une perquisition. Le manoir de Palm Beach en Floride, c'est ici que les premières plaintes ont été déposées en 2005. Et un appartement chez nous, avenue Foch, à Paris. Mais quand on possède autant de propriétés autour du monde, il faut un moyen pour s'y rendre. Epstein avait son avion privé, un Boeing 727, surnommé par les médias le Lolita Express. On retrouve d'ailleurs plusieurs mentions à l'appareil et à son nom dans les dossiers. En 2015, déjà, une femme ayant travaillé pour Epstein alertait sur le nombre de jeunes filles qui accompagnaient l'homme d'affaires lors de ses voyages. Dans un mail de la même année, Epstein envoie le lien de l'article à un correspondant inconnu qui s'en amuse et répond « Tu aurais été fier de moi la nuit dernière ». Début 2025, les logs, c'est-à-dire les informations de vol contenant les destinations, dates et noms des voyageurs du Lolita Express, sont rendus publics par le gouvernement américain. Et Jeffrey Epstein était rarement seul lors de ses voyages. Bill Clinton y est par exemple enregistré 26 fois, parfois accompagné des services secrets, parfois non. Nous y reviendrons. Un nom qui ressort également beaucoup est celui de Jean-Luc Brunel. Elles sont enfilées là comme des perles. Hi everybody. On voit tout de suite si on la veut ou si on la veut pas. You're a pretty little girl. That's Madalena. I found her in Ostrava. Ça fait 8 jours qu'elle est là. C'est ce qu'on appelle une fille, disons, à l'état brut, si on peut le dire. C'est comme les pierres précieuses. Ça se polit et puis après, ça se vend le plus cher possible. Dans un document judiciaire, on peut lire « Brunel a travaillé comme agent pour différentes agences de mannequinat. Il était capable d'obtenir des passeports américains pour des jeunes filles. Il emmenait ses filles de 12 ans pour certaines aux États-Unis et les livrait à ses amis, spécifiquement Epstein, pour des relations sexuelles. » Dans une déposition, une femme déclare également avoir été envoyée à de nombreux endroits dans le monde pour avoir des relations sexuelles avec lui. Il est arrêté fin décembre 2020 et est incarcéré à Paris. Il sera lui aussi retrouvé pendu dans sa cellule en février 2022. Jean-Luc Brunel apparaît dans de nombreuses autres histoires liées à Epstein, et ce n'est pas la dernière fois que vous entendrez son nom dans ce film. Mais une chose est sûre, Epstein ne limitait pas son influence au trafic de mineurs. Comme expliqué précédemment, les logs de vol du Lolita Express ont été rendus publics. Et Clinton a voyagé au moins 26 fois dans l'avion privé de l'homme d'affaires. Clinton a d'abord nié toute relation étroite avec lui, puis, face aux preuves, il a admis quelques vols pour des missions humanitaires. Ou bien ça. Pour continuer sur les présidents américains, nous allons forcément parler de Donald Trump. Trump et Epstein étaient proches dans les années 80 et 90, ils étaient voisins en Floride et étaient présents aux mêmes fêtes. Dans un article du New York Magazine en 2002, Trump dit à propos d'Epstein « Je connais Jeff depuis 15 ans, c'est très amusant d'être avec lui. On dit de lui qu'il aime autant les jolies femmes que moi, et beaucoup d'entre elles sont on the younger side. » Epstein est également interviewé et dit ceci « J'investis dans les gens, qu'ils soient politiques ou scientifiques, c'est ce que je fais. » Une première mention au monde scientifique que nous explorerons en détail plus tard. Des années après, Trump affirmera s'être brouillé avec lui et qu'ils n'ont plus de contact. Mais en 2016, une plainte pour viol sur mineur les mentionne tous les deux. Voici le document. Une femme accuse Trump et Epstein d'avoir fait d'elle leur esclave sexuelle. Elle déclare avoir été victime d'abus extrêmes alors qu'elle n'avait que 13 ans. Je vous passe la description de ces abus mentionnés ensuite. La plainte sera retirée avant le procès, et un an plus tard,
Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Donald John Trump. The nominee for Secretary of the Department of Labor will be Mr. Alex Acosta. L'homme ayant conclu l'accord avec Epstein pour sa réduction de peine exceptionnelle en 2008. Mais en 2019, quand Epstein est de nouveau arrêté, Acosta démissionne du gouvernement Trump sous la pression des démocrates. One more question. Pour revenir sur Acosta et cette réduction de peine exceptionnelle, un autre document concernant le premier jugement d'Epstein en 2008 est également accessible. William Riley envoie à toute l'équipe d'avocats de Jeffrey Epstein ce mail. Durant le week-end, j'ai appris que les avocats des plaignants cherchaient à obtenir de moi les ordinateurs et documents que j'ai pris de la maison de Jeff avant le mandat de perquisition. Je les ai sous-clés dans un entrepôt et j'aimerais savoir quoi en faire. Si ce document est problématique, c'est que si son contenu est réel, il suggère que les victimes n'ont pas eu accès à ces données pour se défendre et la justice non plus pour rendre son verdict. Un autre document permet de démontrer assez simplement jusqu'où l'influence de son réseau s'étendait. Mais avant de vous le présenter, il faut revenir sur la complice principale d'Epstein, Ghislaine Maxwell. On l'a vu, elle a été condamnée en 2022 et est toujours incarcérée à ce jour. Mais elle est aussi la fille de Robert Maxwell. In family photos that they've never shared before, you can see a pretty idyllic life, including an expensive education, and all because of a difficult, brilliant billionaire, her dad, Robert Maxwell. Well, Robert Maxwell was one of the most important and powerful people in British public life in the 70s and 80s. He was a media tycoon, he owned a publishing house, he owned tabloids, various different companies. That we've got to get the Mirror newspapers on top, all the way. He made national news almost every day because of his extravagance. Il sera retrouvé mort noyé lors d'une croisière solitaire sur son yacht nommé The Lady Ghislaine. Sa fille n'acceptera jamais la thèse de l'accident ou du suicide. Pour elle, il aurait été assassiné. Elle rencontre par la suite Epstein dans les années 90 et entretient une relation privilégiée avec lui, devenant par la suite sa complice. Maintenant, remontons quelques années en arrière. Messieurs, bonsoir ou rebonsoir. Des scènes d'apocalypse, de guerre, même au cœur le plus profond, le plus symbolique des États-Unis. Les deux villes porte-étendards des États-Unis, donc New York et Washington, ont été frappées par des attentats qu'on osait à peine imaginer dans les pires scénarios de catastrophe. Le 11 septembre 2001, les tours jumelles s'écroulent et le monde entier est sous le choc. Je ne vais pas refaire l'histoire ni l'historique du 11 septembre, ce qui nous intéresse ici est un échange de mails entre Edward J. Epstein et Ghislaine Maxwell. Ce dernier est un écrivain américain et journaliste d'investigation. Mais revenons à ce mail de mai 2003, 2 ans après le 11 septembre. Edward J. Epstein demande à Ghislaine Maxwell si elle verrait un intérêt à participer à la Shadow Commission sur le 11 septembre. La liste des membres est secrète. Ce à quoi Ghislaine répondra dans la soirée qu'elle ne pourra pas faire partie de cette commission. Je n'ai rien trouvé de plus dans les fichiers EFTA à ce sujet, mais en quelle qualité et pourquoi Ghislaine Maxwell, qui n'occupait à l'époque aucun poste à responsabilité, aurait-elle été légitime de participer à une commission de cette ampleur ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais cela montre assez bien, déjà, jusqu'où s'étendait le pouvoir d'Epstein et de son réseau, dès le début des années 2000. Mais cette influence ne se limite pas aux États-Unis, elle s'étend aussi jusqu'à l'Europe. Mais juste avant de parler de l'Europe, il faut présenter Steve Bannon. Bannon est un stratège politique, ex-conseiller de Donald Trump. Il est considéré comme l'architecte de campagnes politiques populistes à travers l'Europe, et un grand ami de Jeffrey Epstein. Mais avant de parcourir ces documents, voilà ce qu'il se passe principalement en Europe, fin 2018. Après un mois de crise sociale et politique, le président a fait son mea culpa et proposé des mesures concrètes pour le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron est-il entendu alors qu'il cristallise la haine des Gilets jaunes ? Encore une semaine compliquée sur le front du Brexit, en témoignent les malheurs de la première ministre britannique Theresa May et le casse-tête au Parlement. Réunis en sommet, les Européens semblent agacés. Le Brexit aura-t-il lieu et quel Brexit ? Le pacte sur l'immigration déchaîne les passions jusqu'à avoir fait voler en éclats le gouvernement belge. Peut-on parler de réaction hystérique sur fond d'intox ? Pourquoi plusieurs pays se sont retirés ? Le texte non contraignant est-il instrumentalisé ? Dans des échanges de SMS entre Epstein et Bannon, datant de 2018 à 2019, tous ces thèmes sont abordés. Bannon confie par exemple à Epstein avoir grandement influencé la crise politique belge. Le gouvernement belge est tombé 5 heures après mon discours. J'ai passé ma journée avec les nationalistes flamands et j'ai reçu les nationalistes et populistes wallons dans ma suite d'hôtels. Epstein répond « Next, Brexit ».
Mais la France n'est pas en reste, loin de là. Bannon et lui parlent notamment du financement de la campagne du Front National aux élections européennes. Bannon écrit « Je sors d'un appel avec mes gars du Front National. Je crois que je viens de faire un home run sur leur financement. » Bannon explique qu'il voulait que le FN demande directement à ses adhérents de financer 4,7 millions de dollars, mais que pour l'élection présidentielle en 2017, il n'avait réussi à lever que 1,25 million. Ce à quoi Epstein répond « Good boy ». Bannon continue et écrit « Le Pen va attendre avant de l'annoncer car les médias vont devenir fous à cause du montant qu'ils ont levé. » Et les mentions au FN ne s'arrêtent pas là. Dans un autre échange, Bannon dit à Epstein « J'étais avec le Front National toute la journée, sur le point de donner un coup fatal à Macron. » Ou bien encore, la droite a maintenant la classe ouvrière derrière elle sur l'immigration. Macron s'est effondré ce soir, Merkel est morte, on remporte 60% du Parlement européen au printemps prochain. C'est fait, fait et fait. Epstein répond « Que le ciel ait pitié de leurs âmes. » Et Bannon conclut par « On peut rafler la mise. » Mais les deux parlent aussi beaucoup d'un certain Miro. Eh bien, Miro, c'est lui. C'est le ministre des Affaires étrangères slovaque, et il échange également beaucoup avec Epstein, notamment au sujet de la France et des Gilets jaunes. Oui, bien écoutez, ça vient complètement de changer de tournure. Les manifestants... Epstein écrit « La France a l'air mal en point, non ?» Miro répond « Très mal. Tout le monde a peur de samedi. » Tu ferais quoi ? Si le gouvernement tire sur les gens, ça va devenir vraiment grave. Mais s'ils ne font rien, c'est grave aussi. Les canons à eau sont utilisés avenue Marceau. Macron a mal compris son peuple. Il est allé trop loin. Maintenant, il fait marche arrière et il est en train de perdre le contrôle. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Démissionner ? Se battre ? Une guerre civile ? Trop tôt pour le dire, mais ça va être difficile pour lui de s'en remettre. Mais si tu étais président et que tu faisais face à d'énormes émeutes, comment tu équilibres force et calme ? C'est la question à $1 million. Idéalement, tu ne te mets pas dans une telle situation. Maintenant, il doit choisir entre deux mauvaises options, mais il a montré de la faiblesse et il ne pourra pas être fort de sitôt. À moins qu'il ne lance une intervention étrangère. C'est un bon moyen d'unir la nation. Je vous encourage à aller lire ces échanges, c'est assez fou. Mais Epstein était déjà impliqué en France des années auparavant. Dès 2016, et alors qu'Emmanuel Macron n'est encore que ministre de l'économie, Epstein et son réseau parlent de lui. Le sultan bin Sulayem, l'un des principaux hommes d'affaires de Dubaï, écrit en mars 2016 à Epstein qu'il sort d'un dîner à l'Élysée. Il aurait eu une bonne conversation avec Macron au regard de leur business en France. Un mail d'Ariane de Rothschild, envoyé à Epstein en 2016, révèle ceci. « Je sors d'un dîner avec les dirigeants d'une compagnie d'assurance majeure en France, pour préparer de futurs investissements dans l'immobilier d'État. Je devrais voir Macron d'ici quelques semaines. » Pour un petit rappel, voici les liens entre Macron et Rothschild. Ancien conseiller économique de François Hollande à l'Élysée, qui animait également, ou en tout cas en coulisses, les sommets européens de François Hollande à Bruxelles, mais surtout Emmanuel Macron, connu pour être un ancien banquier d'affaires de chez la grande banque Rothschild, millionnaire, disent certains à gauche pour le critiquer. Bref. Ariane de Rothschild, à la vue des documents publiés, était semble-t-il très proche de Jeffrey Epstein. Vas-y, on pose comme ça. En 2014, elle lui écrit ceci. « Je suis à un dîner avec un client. J'en ai marre. Nos discussions me manquent et j'espère que tu vas bien. Je serai chez moi demain soir. Seras-tu libre ? Et discutons de l'Ukraine. » Et Epstein répond « Le bouleversement en Ukraine devrait offrir de nombreuses opportunités. De nombreuses. » Elle lui transmet également des discussions privées entre tous les membres de la famille Rothschild, et Epstein donne des conseils sur la formulation. Inflict damage ? Ça pourrait être mieux dit. La discussion continue et Ariane de Rothschild lui transmettra toutes les avancées liées à cette affaire, même ses colères, mais passons. Car les deux ont également fait affaire, et on parle de gros sous. Ce document est un accord entre Epstein et Ariane de Rothschild, plus précisément entre la société d'Epstein, STC, et le Rothschild Group. STC continuera à travailler avec le groupe Rothschild sur les sujets spécifiés par les termes The Work. STC fournira The Work tel que spécifié et convenu entre Jeffrey Epstein et Ariane de Rothschild. Cela concerne visiblement des affaires aux États-Unis, mais Epstein a donc reçu $25 millions de la part d'Ariane de Rothschild. Un autre document montre assez bien leur lien. En 2016, Epstein écrit à Peter Thiel. « Comme tu le sais, je représente les Rothschild. » Pendant son premier mandat, Macron sera très souvent attaqué pour ses liens avec les banques, et notamment les Rothschild. Ariane de Rothschild s'en amuse lors d'un mail envoyé lors de la crise des Gilets jaunes. Un groupe de Gilets jaunes a essayé d'attaquer notre bateau en Bretagne cet après-midi. Il disait que nous contrôlions Macron et l'État français. Ça semble trop familier.
Je vous laisse juge de la fin de ce mail, mais on apprend donc qu'Epstein était très proche des Rothschild, et qu'il en était même, d'après ses mots, leur représentant. Les fichiers EFTA révèlent aussi une correspondance, plus que douteuse, entre Jeffrey Epstein et Olivier Colomb, ayant notamment été conseiller de Nicolas Sarkozy. Cet échange date du 18 juin 2013, il était alors employé dans une banque du groupe Rothschild. Colomb dit à Epstein qu'il a bien reçu un de ses mails, mais que l'IT de sa banque a bloqué la pièce jointe. Il lui donne ensuite un mail privé. Il parle aussi d'une certaine Ariane, qui serait à Bordeaux. Epstein indique à Colomb qu'un de ses amis ayant bâti l'aéroport de Beijing cherche une banque capable d'investir. Epstein aurait donc conseillé à cet ami la banque d'Olivier Colomb, qui le remercie, puis lui demande où il se trouve. Epstein lui répond « Sur mon île, dans les Caraïbes, avec un aquarium rempli de filles ». Colomb écrit « Le roi d'Arabie Saoudite a quelques requins blancs dans le sien, au palace de Jeddah, mais je préfère totalement le tien. Je suis sûr que j'aimerais la vue. » Epstein plaisante sur le fait que 2 des filles de son aquarium étant russes, on pourrait les considérer comme des requins blancs. Colomb enchaîne « Tant que ce ne sont pas des requins marteaux, j'aime les requins blancs. » Et Epstein lui répond « Non, certaines sont plus comme des crevettes. Tu balances la tête et tu gardes le corps. » Et ça ne s'arrête pas là. Olivier Colomb répond « J'aime les crevettes, mais pas si elles sont trop roses. Je suis définitivement plus dans le blanc qu'une autre couleur. J'aime ta philosophie. » Epstein répond « Je ne peux même pas imaginer l'odeur d'une crevette noire. » Nous sommes, encore une fois, en accord. Voilà le type d'échange classique que pouvait avoir Epstein avec différents dirigeants ou hauts responsables français. Dans des échanges, on retrouve également Frédéric Chalin, chef d'orchestre dès 2013. Chalin indique à Epstein qu'il a trouvé une fille pour l'accompagner lors de son prochain séjour à Paris. Elle a 21 ans et ressemble à la femme de Roman Polanski. En 2017, après l'investiture de Macron, Chalin écrit « Première fois que j'ai un ami qui devient président ». Epstein lui répond « Content pour toi. Bruno, le ministre de l'économie, est complètement dépassé, mais il est venu me voir à New York avant l'élection. Il est sympa. Comment tu connais Macron ?» Chalin répond « Son mentor, Attali, est un de mes meilleurs amis. » Des documents semblent également affirmer que Macron lui-même, via un intermédiaire, demande conseil sur la politique du pays, quelques mois seulement après son élection. Attention, ce document n'est pas un échange entre Macron et Epstein directement. Le mail contenant le message soi-disant écrit par Macron est transféré par Epstein à Borge Brende, le ministre des Affaires étrangères de la Norvège à l'époque. L'objet du mail est « Pour tes yeux uniquement », de la part de Macron. Nous croyons que nous devons repenser, reconstruire et inventer la gouvernance et le format des institutions internationales, les engagements et relations entre les acteurs publics et privés, et les instruments socio-économiques pour mieux relever ces défis. Quelles innovations socio-économiques soutiendriez-vous pour promouvoir un avenir plus progressiste ? Un document semble aussi affirmer qu'un des membres du gouvernement Macron demande à Epstein des idées sur différents sujets. « J'ai besoin de ton aide. » Il demande à chacun d'entre nous de présenter des idées disruptives et réfléchies pour lui, sur à peu près n'importe quoi. Institutions, politique, science. Il veut diriger l'Europe, peut-être le monde. J'ai environ une semaine. On peut en discuter ? Ce à quoi Epstein répond simplement « Ok. » Mais l'affaire française dont on a le plus parlé, c'est celle-ci. Olivier Bois. 8h18 sur RTL. Un ancien ministre français pris dans la tourmente de l'affaire Epstein. Son nom apparaît plus de 600 fois dans de nouveaux documents révélés par le ministère de la Justice américaine. Le nom de sa fille également apparaît. Jack Lang est votre invité, Marc-Olivier Fogiel. Il a décidé de prendre la parole à votre micro. Bonjour Jack Lang. Bonjour, mais je ne me sens pas du tout dans la tourmente. Alors on va voir, j'ai des questions précises à vous poser. Quelques jours après cette interview, Jack Lang démissionne de son poste de président de l'Institut du monde arabe et une enquête s'ouvre à son sujet. Il est bon de rappeler que tous ces échanges, et ceux que nous avons vus précédemment avec d'autres personnalités, ont tous lieu des années après la première condamnation d'Epstein en 2008 et qu'il était depuis cette date inscrit sur la liste des délinquants sexuels. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré M. Epstein en 2012. 2012. En 2014, M. Epstein me dit que si je vais sur Google, je vais peut-être voir une chose sur lui qui ne va pas me plaire. Vous allez sur Google ? Donc je vais sur Google et je tombe sur un seul article, pas des articles, mais un seul article d'un article d'un journal de Floride qui mentionne que M. Epstein a été condamné à 13 mois de prison pour avoir sollicité une prostituée de 16 ans pour un massage. Quelle est votre réaction à ce moment-là ? Ma réaction, je suis horrifiée. Je lui dis, c'est absolument dégueulasse ce que tu as fait, c'est immonde. Comment tu as pu faire une chose pareille ? Oui. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a déjà été dit dans la presse, sur le compte offshore, sur les 5 millions de dollars réservés à Caroline Lang sur le testament d'Epstein, mais voici quelques documents intéressants. En 2013, Jack Lang et Epstein échangent autour d'un projet appelé
Petit Prince. En réponse aux documents envoyés par Jack Lang, Epstein pose des questions. Les enfants devraient-ils être introduits à la religion, à de nouvelles sexualités, etc. 2 jours plus tard, Caroline répond. Elle précise que le document que son père a envoyé n'est qu'une ébauche et continue. Mon père est d'accord avec tes suggestions pour ajouter religion, nouvelles sexualités, etc. Elle lui indique d'ailleurs que Jack Lang vient d'être élu président de l'Institut du monde arabe. En 2014, Caroline Lang écrit à Epstein. Mon père était dans l'avion avec la nouvelle femme de DSK. Jack demande si tu serais disponible pour rencontrer DSK lundi à Paris. Car oui, Jeffrey Epstein s'est aussi beaucoup intéressé à l'affaire DSK. 8 jours après l'arrestation de Strauss-Kahn, il reçoit ce mail. Rappelle-toi, quand ils ont enquêté sur Elliot Spitzer, le procureur général, on m'a dit qu'ils avaient compilé une liste d'hommes qui avaient recours à des prostituées. On m'a dit que DSK était sur la liste. Oh oh. Le 15 mars 2012, Edward J. Epstein, celui qui avait proposé à Ghislaine Maxwell de faire partie de la Shadow Commission sur le 11 septembre, eh bien il envoie à Epstein un document sur ce que devrait être la défense de DSK. Bon, le document fait essentiellement mention de semen stains, c'est-à-dire traces de sperme. Puis, encore un mois après, Edward J. Epstein écrit « DSK était très impressionné avec les traces de sperme. Il comprend vite. Ça devrait lui faire économiser beaucoup d'argent. Cheers !» En juin 2012, Jeffrey Epstein écrit à Edward J. Epstein « DSK doit être en train d'enquêter comme un dingue. S'il veut me parler de ses options, je suis à Paris. » Mais revenons à la famille Lang. Leurs liens avec Epstein n'ont pas cessé. Jusqu'en 2019, année de son arrestation, on peut trouver des traces d'échanges. On trouve aussi une trace à propos d'un vol jusqu'à Marrakech organisé par Epstein avec comme passagers Jack Lang, Monique Lang, son épouse, et une certaine Rebecca. L'assistant personnel de Jack Lang va même jusqu'à envoyer par PDF les passeports de tout le monde. Mais pour moi, ce qui montre vraiment toute l'influence qu'avait Epstein en France, jusqu'en 2019, c'est ce qui suit. Le prix Pritzker, c'est un prix d'architecture remis chaque année dans un pays différent. En 2019, c'était au tour de la France d'accueillir la cérémonie de remise. En octobre 2018, Thomas Pritzker, fils du créateur du prix et multimillionnaire propriétaire du groupe d'hôtels Hyatt, est en contact avec Claude Mollard à propos de l'organisation de la cérémonie. On note que conseiller spécial avec un E à spécial, c'est bof de la part de Claude, mais passons. Les échanges continuent et Pritzker parle de l'Élysée Palace pour la cérémonie, et aimerait aussi la présence de Macron. Il y a confusion entre les deux entre le palais de l'Élysée et l'hôtel Élysée Palace, qui sont 2 bâtiments différents. Les échanges continuent et il faut avouer que Claude n'est pas très réactif, alors Pritzker s'énerve et transmet l'échange de mails à Epstein. Est-ce que j'ai demandé à réserver une chambre d'hôtel ? Demande à Jack de me mettre en contact direct avec quelqu'un de l'administration Macron. Trop de détails à passer par un middle Frenchman. 40 minutes plus tard, Jeffrey Epstein envoie ce mail à Jack et Caroline Lang. Tom Pritzker voudrait un contact direct avec quelqu'un de l'administration Macron. C'est faisable ? 5 minutes plus tard, Caroline répond. Je pense que oui. Je vais demander à mon père et je reviens vers toi. Et en mai 2019... Cher Thomas Pritzker, Monsieur le Président du jury, cher Stéphane Breyer, Monsieur le lauréat 2019 du prix Pritzker, cher Arata Isozaki, Mesdames et Messieurs les architectes, Mesdames et Messieurs, j'ai conscience du risque qu'on prend en invitant une assemblée comme la vôtre à l'Élysée. Pritzker a donc bien obtenu ce qu'il voulait, Macron et l'Élysée pour sa cérémonie, via Epstein, et ses contacts avec la famille Lang. Pour finir sur Jack Lang, autant le faire sur une jolie photo. Dans un échange de SMS datant de mars 2019, entre Bannon et Epstein, voilà ce qu'on trouve. Epstein dit à Bannon qu'il est à l'Élysée, puis à la pyramide du Louvre, avec le gouvernement complet. Bannon lui demande le gouvernement Macron, et Epstein répond « Yep, les ministres de l'élite ». S'ensuit une photo de Jack Lang et Epstein devant la pyramide du Louvre. Il conclut par, juste tous les deux, la place entière, French Power. Voilà pour la France. Mais avant d'en finir avec la politique, il faut également analyser les connexions d'Epstein avec Israël et les services secrets. Ehud Barak, Premier ministre puis ministre de la Défense israélien, était lui aussi très proche d'Epstein. Les deux échangent beaucoup, se donnent rendez-vous régulièrement, et Ehud Barak lui envoie même un mail pour son anniversaire, dans lequel il lui dit à quel point il est fier de le compter parmi ses amis. On trouve aussi une invitation à Tom Pritzker, encore lui, pour un rendez-vous secret entre Epstein et Ehud Barak. D'ailleurs, voici une photo de Pritzker, Ehud Barak, Epstein et Woody Allen. On trouve aussi la trace d'un rendez-vous entre Ehud Barak, Epstein et Ariane de Rothschild. Mais il semblerait que les deux hommes partageaient plus qu'une simple amitié. En 2017, Epstein envoie 2 mails à Ehud Barak. Boyce a dit qu'il avait eu accès aux gars du Mossad par toi. C'est vrai ? Puis, est-ce que Boyce t'a demandé de l'aide pour recruter d'anciens agents du Mossad pour faire des enquêtes douteuses ?
Ça attire beaucoup l'attention de la presse. Pour info, David Boyce est un avocat qui en 2017 défendait Harvey Weinstein. Si ces Dirty Investigations sont liés à cette affaire, je ne sais pas. Mais Boyce a aussi représenté à partir de 2019 plusieurs victimes d'Epstein, dont Virginia Roberts Giuffre. C'est la femme ayant été prise en photo sur l'île en compagnie du prince Andrew. Elle se suicidera en 2025. En réalité, dès 2011, on trouve une trace du Mossad et des services de renseignement dans les fichiers EFTA, notamment avec ce mail d'un certain Greg Brown. Ce document parle de la Libye et de fonds à récupérer. Rappelle-toi qu'il y a déjà 80 milliards de dollars d'avoirs actifs gelés à l'international, dont 32,4 milliards aux États-Unis. Et on estime que le nombre réel se situe quelque part entre 3 à 4 fois ce montant en actifs souverains, volés et détournés. Donc si nous pouvons identifier ou récupérer 5 à 10% de ces fonds et recevoir 10% à 25% en compensation, on parle de milliards de dollars. J'ai aussi des amis, anciennement du MI6 et du Mossad, disposés à aider à identifier les actifs volés et à les récupérer. En 2013, un certain David Stern lui envoie ce document qui provient d'une entreprise israélienne d'experts en sécurité et d'anciens du Mossad. C'est une proposition pour investir dans une entreprise proposant une solution de bunker souterrain hautement sécurisé. L'entreprise travaille avec de nombreux gouvernements. Sans rapport avec Israël, mais pour rester sur le thème des agents, voilà un échange de mails avec Martin Novak. Novak écrit ceci: « Notre espionne a été capturée, après avoir complété sa mission. » Et Epstein répond: « Tu l'as torturée ?» En fouillant, j'ai également trouvé un document qui peut apporter un brin de réponse sur les théories autour du fait qu'Epstein serait un agent. Epstein possédait un passeport autrichien au nom de Marius Robert Fortelny. Il serait né en juillet 1954 et vivrait en Arabie Saoudite. Bon, le passeport est expiré depuis 1987, mais en consultant les tampons dans les pages suivantes, on découvre qu'Epstein voyageait beaucoup en France, et ce dès 1982. Et pour finir avec Israël et les services secrets, il faut parler à nouveau de Robert Maxwell, le père de Ghislaine, et d'un document complètement dingue. En 2018, Epstein envoie ce mail à un destinataire inconnu. Robert Maxwell a menacé le Mossad. Il leur a dit qu'à moins qu'il ne lui donne 400 millions de livres pour sauver son empire en ruine, il exposerait tout ce qu'il avait fait pour eux. À cette époque, il avait libre accès au bureau de Margaret Thatcher, à la Maison Blanche de Ronald Reagan, au Kremlin et au couloir du pouvoir à travers toute l'Europe. Maxwell transmettait tous les secrets qu'il apprenait au Mossad à Tel Aviv. En retour, il tolérait ses excès, ses vanités et son appétit insatiable pour un style de vie luxueux et les femmes. Il disait à ses contrôleurs qui il devait cibler et comment il devait le faire. Il se présentait lui-même comme ambassadeur non officiel d'Israël auprès du bloc soviétique. On résume. Robert Maxwell, le père de Ghislaine, serait un espion ayant fait chanter le Mossad. Jeffrey Epstein a accès depuis des dizaines d'années à des informations confidentielles. Les politiques, banques et grandes fortunes lui ouvrent toutes les portes. Il influence des campagnes politiques, dîne avec des présidents du monde entier, voyage avec certains. Mais pourquoi tant de passe-droit ? D'autant plus au regard de ses autres activités qu'il faut, je crois, voir pour de vrai afin d'en réaliser l'horreur. Dans la première partie, nous avons vu l'homme, son histoire, son réseau, ses connexions politiques et financières. Maintenant, il faut aborder une autre facette du personnage. Voilà le type de mail que recevait régulièrement Jeffrey Epstein. Je ne me serais jamais cru capable de tuer quelqu'un dans ma vie. J'avais tort, je devrais m'en sortir de toute façon. Tu me manques, Jeffrey. Je te donne la permission de le tuer. Il t'a menti, et à moi aussi. Epstein répond par « Oups », et son interlocuteur conclut par « Personne ne te mentira et ne m'échappera. Personne. Oups, c'est correct. » La même personne le recontacte 4 minutes plus tard et écrit « Je vais le tuer doucement et douloureusement. On peut me mentir, mais si on ment à Jeffrey, c'est fini. » Ou bien, en 2009, Epstein envoie un destinataire inconnu. « Où es-tu ? Tu vas bien ? J'ai adoré la vidéo de torture. » Epstein échange aussi avec un certain Tancredi Marchiolo. « Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec ton ami ?» L'homme lui répond « Frappe-la ». Et Epstein demande des précisions. « Tu veux que j'essaye de la baiser ou juste la torturer ?» Sur un autre document, un homme donne rendez-vous à Epstein. « Rejoins-moi à 9h30. Tellement de filles chaudes, promis. Je promets une abondance de Young Pussy Flesh. Je vous laisse faire la traduction. » Peggy Segal, une attachée de presse très impliquée notamment dans les Oscars,
échange beaucoup avec lui et lui envoie ce mail. Elle est au Kenya et lui raconte son voyage, puis ajoute « Je peux te ramener un petit bébé, ou deux, garçon ou fille, tellement Madonna ». On peut également trouver une déposition d'une victime présumée d'Epstein. Attention, les événements rapportés sont très choquants. Alors qu'il était sur ce yacht, il a été témoin d'hommes afro-américains ayant des relations sexuelles avec des femmes blondes, qui saignaient toutes durant l'acte. Sur le yacht, il a été témoin de bébés étant démembrés, leur intestin retiré. Il a aussi été violé par George Bush Ier. Ce à quoi l'agent du FBI répond « Merci, je n'avais pas réalisé que Bush l'avait violé aussi. Ok. » En 2014, on lui écrit « Merci pour cette nuit amusante. Ta plus petite fille était un peu vilaine. » Ou bien on peut trouver ce mail étant une demande de rançon d'1 bitcoin contre le témoignage et des preuves vidéo d'un employé du Zorro Ranch, sa propriété dans le Nouveau-Mexique. Savais-tu que quelque part dans les montagnes autour du Zorro, 2 filles étrangères ont été enterrées sur ordre de Jeffrey et Madame G. Les deux sont mortes d'étranglement lors de fêtes sexuelles fétichistes et brutales. Voici les images vidéo de Jeffrey Epstein, sexe avec une mineure, viol fantaisiste d'une mineure. Voilà un peu le résumé de l'horreur quotidienne dans laquelle Jeffrey Epstein baignait, au milieu, on le rappelle, de ses échanges avec les politiques et financiers du monde entier. Mais restons aux Zorro Ranch. Dans les fichiers EFTA, on trouve le journal d'une fille mineure qui y est séquestrée. À première vue, on n'y comprend rien, mais la fille écrit en réalité sur 2 lignes, de haut en bas. Comme ici, où en partant de la lettre J, les lettres forment le mot « Jeffrey ». Chaque page du journal a été déchiffrée et retranscrite par le FBI. La victime y raconte son accouchement forcé avec un docteur qu'elle pense être israélien et l'enlèvement de son bébé par Ghislaine Maxwell. Dans le hall, Ghislaine a dit qu'elle était belle. C'était une belle petite fille. Je l'ai entendue. Où est-elle? Pourquoi elle a arrêté de pleurer? J'ai entendu ses petits pleurs. Je ne peux plus faire ça. Je veux mourir. Pourquoi elle ne m'a pas protégé? Tant que je porte ce que tu veux, il n'y a pas de respect pour moi comme être humain. Je ne suis rien d'autre que ta propriété et ton incubateur. On trouve aussi une mention à Jean-Luc Brunel. Jean-Luc Brunel est un porc dégueulasse avec une mauvaise haleine. Et je suis presque sûr qu'il fait ces choses dégueulasses parce qu'il ne supporte pas le fait d'être gay. Plus loin, elle écrit « Contrairement aux drogues, le corps d'un enfant peut se vendre de nombreuses fois. Ce n'est pas une surprise, mais il n'y a rien de pire qu'un enfant prostitué. Ce sont des enfants et ils ne peuvent pas consentir. S'il vous plaît, libérez-moi de cette torture et de cet enfer. Aidez-moi, par pitié que quelqu'un me trouve. » On va s'arrêter là pour ce document et ce chapitre, même si, croyez-moi, d'autres horreurs, on peut en trouver facilement dans ces 3 millions de documents. Ici, on ne parle plus de magouilles politiques, de trafic d'influence ou que sais-je, on parle de la pire chose qui puisse exister dans notre société. Je suis d'un côté désolé de vous partager tout ça, mais je crois que c'est d'utilité publique de regarder ces documents en face, pour de vrai, parce qu'on entend parler dans les médias de beaucoup d'affaires différentes, mais on voit finalement très peu de documents. Et sincèrement, à côté de toutes ces horreurs, j'avoue que le compte offshore de Jack Lang paraît un peu moins important. Celui qui résume le mieux ma pensée à ce sujet, c'est Olivier Marchal. C'est un ancien policier devenu réalisateur. Il a tenu ses propos il y a plusieurs années sur un plateau télé. Olivier, on va commencer par toi, on va faire un tour de table. Si tu es président de la République, quelle est ta première mesure? On est sérieux ou pas? Oui. Alors si c'est sérieux, on s'occupe, on fait beaucoup plus attention à tous les enfants maltraités, au réseau de pédophilie et tout ça. On lutte vraiment contre ça, on donne le pognon pour lutter contre ça. Parce qu'on touche à tout sauf aux enfants, voilà, c'est tout. Voilà, moi je trouve que c'est une honte quand on se branle là en ce moment sur des tas de problèmes et puis les enfants ils continuent à avoir des tas d'affaires d'inceste, de viol d'enfants et tout le monde s'en tape. Quand tu penses qu'un mec qui braque une banque, il prend plus d'années de tôle qu'un mec qui encule un môme, voilà, moi j'ai fait des autopsies moi d'enfants de 18 mois qui s'étaient fait sodomiser par des mecs avec le fion comme ça. Moi je l'ai fait moi, tu vois, j'ai fait des autopsies, tu vois, j'en pleure encore et j'ai des potes flics qui sont chez les psychiatres, des mecs qui sont à la brigade des mineurs qui sont, tu vois, je trouve que ce n'est pas normal, on ne fait pas assez attention à ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est un enfant, c'est tout. En découvrant tout ça, on peut être pris d'un petit vertige. On a du mal à y croire, on se sent presque complotiste d'y croire une seconde. Ça paraît tellement gros. Comment un homme pareil a-t-il pu être autant connecté et jamais inquiété? Et à l'heure des fake news et de la désinformation de masse, comment on fait si une théorie jugée complotiste se révèle exacte, et qu'on ne parle plus de théorie, mais simplement de complot? Les médias utilisent d'ailleurs beaucoup ce terme pour qualifier l'affaire. Les scandales étant ce qu'ils sont, forcément, les Français réalisent qu'on leur cache bien des choses. Et
quand on creuse un peu l'affaire Epstein, on s'aperçoit que c'est le fonctionnement quotidien des systèmes démocratiques. L'affaire du Safari Club est très intéressant là-dessus. Alors attendez, vous dites c'est le système quotidien, vraiment? Oui. Mais c'est d'une banalité. C'est-à-dire mêler pouvoir, sexe, agent, criminalité, pour vous, c'est banal? C'est absolument banal. C'est-à-dire, dites-nous plus, parce que là, excusez-moi, je ne connais pas de dirigeants politiques forcément qui sont mêlés dans tous les réseaux pédocriminels. Effectivement, pour les Français qui vous écoutent, Raphaël Grabli, on a l'impression qu'effectivement tout ça fait partie d'un grand système, et déjà que les Français ont tendance à être un peu complotistes en ce moment. Mais c'est pas du complotisme, c'est documenté. Il y a une douzaine de... Heureusement, sur certains plateaux, on laisse encore la parole aux invités. Les gens qui sont révoltés, ce n'est pas des gens qui sont colériques, ce n'est pas des gens qui sont fous, ce n'est pas des gens qui cherchent à faire diversion, ce sont des gens qui sont informés. Quelqu'un qui est calme, qui est informé et qui voit, comme on a fait à l'hôpital, qu'on a violé des enfants, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'avant, tant qu'on n'est pas au courant, on peut être calme parce qu'on n'y croit pas. Ça veut dire on ne se dit pas on va violer un bébé, parce que quand tu vois un bébé, tu veux le protéger. Tu te dis pas que quelqu'un va prendre son réflexe de succion pour faire autre chose. Et à partir du moment où tu le sais, tu ne peux plus te l'enlever de la tête. Et à partir du moment où tu le sais, le devoir d'un être humain, c'est de le protéger. J'ai du mal à comprendre qu'une commission d'enquête sur toutes les personnes à haute responsabilité qui ont été régulièrement en contact ou ont fait affaire avec lui, après sa première condamnation en 2008, ne soit pas d'actualité. Je ne dis pas que ces gens sont complices, mais que chacun s'explique au moins sur sa relation avec lui et donne la moindre indication qui pourrait aider à identifier ou sauver d'autres victimes. Epstein était un pédophile, cruel, et l'organisateur de tout un système autour du trafic sexuel d'enfants. Il est donc extrêmement inquiétant que même après avoir été inscrit sur la liste des délinquants sexuels en 2008, il ait pu être autant impliqué à tous les plus hauts étages de notre société. Un étage en particulier qui, je le crois, mérite aussi un chapitre. Comme le disait Epstein dans cet article de 2002 que nous avons déjà vu, il investit sur les gens, qu'ils soient politiques ou scientifiques. Eh bien, il ne mentait pas. Les fichiers EFTA révèlent qu'Epstein, au-delà de la politique, était également très impliqué, et ce à des niveaux confidentiels, dans la recherche scientifique. En découvrant ces documents, croyez-moi, on peut se croire dans un mauvais film de science-fiction. Mais ça vaut le coup de s'accrocher. On retrouve par exemple des échanges entre Epstein et le docteur David Hanson, un roboticien américain. Le mail indique que Jeffrey Epstein serait potentiellement intéressé pour que le docteur réalise un robot humanoïde sur mesure pour lui. Et voilà le type de robot humanoïde dont il parle. On peut lire en bas de page « Contact Dr David Hanson ». On y parle de robots avec une intelligence de génie et des corps sexy d'androïdes. Maintenant, voilà un autre projet, encore plus dingue. Voici plusieurs échanges de mails datant de 2018 entre Epstein et Brian Bishop, un chercheur, qui lui présente et propose d'investir dans son projet de « Designer Baby », qu'on peut traduire par « bébé sur mesure ». Jeffrey, voici une présentation sur mon projet de bébé sur mesure. Nous avons une série de questions sur le sérieux de votre volonté concernant ceci. La plupart de ces questions concernent vos exigences en matière de secret et de confidentialité, spécifiquement concernant le risque réputationnel et également toute implication financière. Quelque temps plus tard, Bishop lui envoie ce mail. On dirait que vous pourriez être le premier investisseur tant qu'un anonymat absolu est maintenu. Et j'ai toujours envisagé qu'il y aurait des exigences d'anonymat concernant les bébés. Nous ne pouvons pas identifier publiquement qui ils sont, ou qui sont leurs parents ou bienfaiteurs. Cela marquerait l'enfant comme, essentiellement et tristement, un monstre pour la vie dans les médias. J'ai donc toujours supposé que l'investisseur aurait besoin d'un anonymat absolu pour ce type de produit. La structure financière doit donc être conçue avec ces détails à l'esprit. Epstein répond « Je ne sais pas programmer, mais je ne suis pas mauvais pour structurer. » Puis, un autre mail où on franchit un cap. 6 juin, le document que vous avez demandé. C'est le tableau Utilisation des fonds pour la société de bébés sur mesure et de clonage humain. Cela nous fait sortir de notre phase de biologie de garage autofinancée jusqu'à la première naissance vivante d'un bébé humain sur mesure et possiblement d'un clone humain dans les 5 ans. Une fois que nous atteignons la première naissance, tout change et le monde ne sera plus jamais le même. Encore moins l'avenir de l'espèce humaine. Très honnêtement, en lisant tous ces mails, on ne sait pas trop quoi penser. Epstein se retrouve dans des discussions et investissements autour de la conception de bébés sur mesure, de clonage humain, de robots humanoïdes. Ça paraît complètement surréaliste, et on a plutôt l'image d'un milliardaire un peu taré qui investit son argent dans des projets complètement fous. Et en même temps, quand on voit les avancées en robotique ou les pubs qui ont envahi les stations de métro américaines fin 2025, on peut se poser des questions.
En cherchant un peu, on peut aussi tomber sur la transcription d'un enregistrement d'une conversation entre Epstein et un neuroscientifique appelé Richard. Il s'agirait de Richard Axel, prix Nobel de médecine en 2004 pour ses travaux sur le système olfactif, dont il est beaucoup question dans l'entretien, mais je ne peux pas l'affirmer. La conversation est très longue et couvre le fonctionnement des neurones, la biologie évolutionnaire, la sélection naturelle, le mode de fonctionnement d'un virus face aux cellules, et traite beaucoup d'ADN. Mais encore une fois, la conversation arrive sur le thème du clonage humain. Epstein dit « Je veux commencer à cloner des choses, moi ». Le prince Andrew s'est énervé parce qu'il disait « Si ça avait une conscience, tu pourrais le tuer pour des pièces détachées ?» Et je lui ai dit « Je le ferai sans tête, ça te ferait te sentir mieux ?» Plus loin, dans l'entretien, Epstein pose des questions sur les limites de l'intelligence humaine et s'il est possible de les repousser. Richard lui répond « Je pense que la seule chose qui corrèle avec l'intelligence est le rapport cerveau-taille du corps. C'est la taille relative du cerveau par rapport au corps. Et la taille du cerveau humain est la plus limitée, je pense, par la taille du volte vaginal. » Ce à quoi Epstein répond « J'ai les clés de ce coffre. » Ce qui est troublant, c'est qu'on découvre qu'Epstein était obsédé par le clonage et la modification génétique, et qu'au-delà de ses blagues douteuses, il était capable de tenir des discussions scientifiques complexes avec un prix Nobel. Il comprend la biologie et les neurosciences à un niveau avancé, et ce, dès 2009. Peu après sa libération, Epstein est en contact avec Nathan Wolf, un virologue reconnu et spécialisé dans l'étude des pandémies émergentes. Wolf a fondé le Global Viral Forecasting Initiative, une organisation dédiée à l'identification précoce des virus susceptibles de passer de l'animal à l'homme. Epstein lui transmet un lien, toujours actif, qui renvoie vers un document sur la cryptographie. Pour résumer, c'est un exposé technique sur les principes du chiffrement, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'Epstein écrit ensuite. L'astuce, maintenant, c'est de l'appliquer à l'ADN, l'ARN je pense. Ça ressemble à un protocole de hacking. Activer certaines choses, en désactiver d'autres. Wolf lui répond « Enjoy », même si on dirait que c'est déjà le cas. En 2011, Epstein reçoit un mail de David Stern. « J'ai demandé à mes managers de vérifier le séquençage ADN. Nous pouvons mener des projets spécifiques de séquençage ADN en collaboration avec BGI. » BGI, c'est l'acronyme de Beijing Genomic Institute. Genes are the basis of life. And to BGI, achieving greatness. C'est une institution massive qui emploie des milliers de chercheurs et possède les équipements de séquençage ADN les plus avancés de la planète. Dans le mail, il est aussi mention des réalisations de BGI. On peut y lire « Recherche pour combattre le SARS ». Le SARS, pour résumer, c'est un peu l'ancêtre du Covid. C'est le premier coronavirus apparu en Chine en 2003. Et attention, je l'annonce avant de présenter les autres documents, je n'affirme absolument pas qu'Epstein est relié au Covid, que Bill Gates est relié au Covid, que c'est une machination ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, c'est de voir jusqu'à quel niveau de confidentialité Epstein avait accès. Nous sommes maintenant en 2015, Epstein reçoit un mail de Paul Morris, le directeur de la Deutsche Bank. Le document que lui transmet Paul Morris est classé comme confidentiel. Editas Medicine annonce une levée de fonds de 120 millions de dollars menée par Boris Nikolic, conseiller scientifique de Bill Gates. Mais Editas Medicine, c'est quoi ? Eh bien, c'est une entreprise qui développe une technologie appelée CRISPR. CRISPR est un système en 2 parties dérivé d'un mécanisme de défense que les bactéries utilisent pour repousser les virus. Voyez-le comme une paire de ciseaux qui peuvent être programmés pour cibler des séquences spécifiques d'ADN. Une fois là, les ciseaux peuvent couper un gène défectueux et peut-être le remplacer par un nouveau, fonctionnel. Editas Medicine développe donc une technologie qui permet de modifier l'ADN avec précision. Mais le mail mentionne aussi des préoccupations. L'une des pionnières du domaine, Jennifer Doudna, et plusieurs autres ont appelé à un moratoire sur l'utilisation de CRISPR pour éditer la lignée germinale humaine et ont mis en garde contre la modification des humains pour des raisons non médicales. Boris Nikolic, le conseiller scientifique de Bill Gates, apparaît à de nombreuses reprises dans les fichiers EFTA. Très nombreuses. On y découvre qu'il était un ami proche d'Epstein. Pour rester sur Bill Gates, on peut également trouver un mail très perturbant. En 2011, quelqu'un écrit à Epstein « J'ai beaucoup repensé à cette question que tu as posée à Bill Gates. Comment peut-on se débarrasser des pauvres dans leur ensemble ? Et j'ai une réponse concernant ce sujet pour toi. Quand est-ce que je peux t'appeler aujourd'hui pour en parler ? » Si ces échanges entre Epstein et Bill Gates sont réels, il est plus qu'inquiétant que de grandes fortunes puissent évoquer ces sujets entre eux. Mais bon, continuons. En 2017, un mail reçu par Bill Gates est transféré à Epstein. Il provient de quelqu'un qui travaille chez BGC3, une structure liée à Bill Gates. Il énumère 5 projets et on va se pencher sur les points 4 et 5. 4. Livre blanc sur les neurotechnologies comme armes dans le renseignement national et la défense. 5. Recommandations de suivi et ou spécifications techniques pour une simulation de pandémie. En septembre 2019, 2 mois après la mort d'Epstein, la fondation de Bill Gates organise Event 201.
began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. C'est une simulation sur un exercice de pandémie mondiale causé par un coronavirus transmis de l'animal à l'humain. Ici par un cochon en Amérique du Sud qui contamine d'abord des fermiers, puis toute la population, et on y retrouve tout ce qui s'est passé avec le Covid. Tout l'événement est filmé et disponible publiquement sur YouTube. Et 2 mois plus tard, l'OMS déclare une pandémie mondiale. Ce qui suit, on l'a tous vécu, confinement, masques, tests. Et en parlant de tests, la société qui a fourni la France en kit PCR et machines d'analyse n'est autre que BGI, la société avec laquelle Epstein avait conclu un accord dès 2011. En moins d'1 an, plusieurs vaccins contre le Covid sont développés. Parmi eux, 2 utilisent une technologie révolutionnaire, les vaccins à ARN messager. Quand on repense à cet échange de 2009 entre Epstein et le Dr Wolf, où il parle déjà d'ADN, d'ARN, et de l'utiliser comme un système de hacking pour activer certaines choses et en désactiver d'autres, il faut avouer que c'est assez brillant pour un financier, ayant certes été prof de maths et de sciences, mais sans formation ni diplôme quelconque dans le domaine scientifique. Je le rappelle encore une fois, je ne dis aucunement qu'Epstein a créé le Covid ou que les vaccins ARN sont dangereux. La question que je pose, c'est comment un sociopathe, pédophile documenté, peut-il être au cœur d'un réseau impliquant des virologues, généticiens, roboticiens, neuroscientifiques, Bill Gates, un institut chinois de recherche en génomique, et mis au courant de toutes les avancées confidentielles sur les recherches dans un domaine aussi sensible que celui de la recherche sur l'ADN, pendant des dizaines d'années, sans que personne ne pose de questions. Et quand on repense à ses projets de bébés sur mesure et de clonage humain en 2018, en connaissant un petit peu le personnage, c'est assez inquiétant. Comme pour le monde politique et financier, Epstein avait parfaitement infiltré le milieu de la recherche scientifique. Il en comprenait les enjeux, les rouages, et avait des connexions au plus haut niveau. Je crois qu'on a fait le tour pour ce chapitre. Avant de passer au suivant, qui sera le dernier, je tiens à apporter quelques précisions. Nous allons aborder un sujet que la plupart des médias ont refusé de traiter sérieusement. Non pas parce qu'il n'y a pas d'éléments à présenter, mais parce que ces éléments sont tellement dérangeants que le simple fait de les mentionner vous fait instantanément basculer dans la catégorie des complotistes. Depuis le début de ce documentaire, je n'affirme rien, je ne fais que relayer des documents publics et poser des questions. J'utiliserai la même méthode pour traiter ce dernier chapitre. Si vous faites une recherche en utilisant le terme Pizzagate, voilà sur quoi vous tombez. Sans même cliquer sur un article, on sent déjà la théorie bidon, relayée par un fou de la gare. En même temps, de premier abord, il faut avouer que ça semble complètement tiré par les cheveux. And the craziest fake news of all is something called Pizzagate. People actually believe a conspiracy theory that Hillary Clinton and her former campaign manager John Podesta ran a child sex ring at a pizzeria in D.C. This is a lie. Les premières mentions au Pizzagate datent de 2016 et surviennent après la publication de documents par Wikileaks. C'est l'homme de l'ombre d'Hillary Clinton. Mais depuis le piratage de sa boîte mail, John Podesta est sous le feu des projecteurs. Cette fois, Wikileaks publie près de 2000 courriers électroniques avec des échanges plutôt embarrassants entre la candidate démocrate et son directeur de campagne. Dans ces messages à caractère privé, l'ancienne secrétaire d'État parle aussi de politique étrangère dans des termes peu diplomatiques. Et parmi ces mails, certains d'entre eux contiennent des références à de la pizza. Comme ce document affirmant que Barack Obama, alors président des États-Unis, aurait dépensé $65 000 du contribuable en pizza/hot dog pour une fête à la Maison-Blanche. Ou bien ces mails faisant référence à des pizza parties, à une Hillary Pizza Party. Sur différents forums, des internautes ont commencé à analyser ces mails, étonnés des sommes évoquées pour des pizzas, et à y chercher des patterns. Et très vite, une théorie a émergé du lot. Le mot pizza, selon eux, serait un code pour parler d'enfants et de trafic d'enfants. Les médias ont réagi violemment, le New York Times, le Washington Post, CNN, tous ont déclaré que c'était une théorie du complot sans fondement, une fake news dangereuse. Quelques mois plus tard, un homme armé entre dans un restaurant de Washington DC, le Comet Ping Pong. L'homme a tiré des coups de feu, mais personne n'a été blessé. Seul l'ordinateur central du restaurant a été détruit par balle et l'homme a été arrêté. Cet incident a définitivement scellé le sort du Pizzagate. C'est ridicule, et qui plus est, c'est dangereux. Quiconque en parle est un fou, un conspirationniste et un danger pour la démocratie. Du moins, jusqu'à la publication des fichiers EFTA.
Car il est vrai que ces mêmes mentions à la pizza apparaissent aussi beaucoup dans les mails d'Epstein. Plus de 800 fois pour être précis. Les réseaux sociaux se sont donc à nouveau enflammés sur le Pizzagate, et de nouveaux articles indiquent, comme en 2016, que c'est une dangereuse fake news et une théorie complotiste. C'est via ces articles que j'ai entendu parler de cette affaire. Alors, on va examiner les documents dont on dispose et les arguments des complotistes, méthodiquement et factuellement, juste pour voir. Déjà, qui est John Podesta? Par qui tout commence? John Podesta n'est pas un inconnu de la politique américaine, il a notamment été chef de cabinet de Clinton de 1998 à 2001, conseiller de Barack Obama de 2014 à 2015, et donc directeur de campagne d'Hillary Clinton en 2016. Mais il existe un autre Podesta, Tony, son frère. Il est fondateur du Podesta Group, une des firmes de lobbying les plus puissantes de Washington. Il a aussi été conseiller de Bill Clinton. Les deux frères sont proches, ils partagent les mêmes cercles d'amis et les mêmes connexions. Comme on l'a dit plus tôt, en octobre 2016, Wikileaks publie des milliers d'emails piratés depuis le compte de John Podesta. La théorie du complot est née, et quelques mois plus tard, un homme armé entre dans le Comet Ping Pong, le restaurant au cœur de la théorie pour les complotistes. Le Comet Ping Pong, c'est un restaurant de Washington, un établissement présenté comme familial. Pizzeria, table de ping-pong, ambiance décontractée. Avec un tableau certes un peu étrange pour ce genre de lieu, mais bon, ça n'explique pas pourquoi l'homme armé a ciblé ce restaurant en particulier. La réponse se trouve du côté de son propriétaire, James Alefantis. En 2012, le magazine GQ publie sa liste annuelle des 50 personnalités les plus puissantes de Washington. Alefantis y est classé 49e. Le propriétaire d'une pizzeria parmi les 50 personnes les plus influentes de la capitale américaine, l'article ne dit pas vraiment pourquoi, mais il suggère qu'Alefantis est bien connecté, et que si on ne le connaît pas, c'est qu'on ne porte pas bien son écharpe. Après l'attaque de 2016, Alefantis se défend contre les accusations du Pizzagate, et plus en particulier sur des accusations liées à des photos de son compte Instagram, aujourd'hui supprimées, mais dont il reste des archives en ligne. One of the pictures that Trey showed in the report, people have been pointing to, well, look at this is evidence. There's a child with their hands taped down. And you say there's a very simple explanation for that. Yeah, I'm very glad that you've had us on today. It's an incredible thing. We've invited your cameras into the restaurant because people have all of these ideas, and this is, people use social media. This is a picture of my godchild in a completely innocent place, very happily playing with her sister. Her sister's taped her hands. Her parents are there. I put this on my Instagram with their approval. Right there, it sits there on the internet for a year and a half, and people start building these lies and falsities about innocent people, and then spreading this image over the internet. Mais cette photo n'est pas la seule photo d'enfant sur le compte d'Alefantis, et aucune de ces autres photos n'ont été mentionnées lors de l'interview. Comme cette photo, visiblement d'une chambre froide, où quelqu'un écrit en commentaire « Kill Room ». Et une autre répond « Rince-la une fois que c'est terminé ». Puis James Alefantis écrit lui-même « #murder ». Bon, bizarre, mais rien pour affirmer quoi que ce soit. La dernière image est une photographie de Marina Abramović. Si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux, il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà vue. C'est l'artiste sur laquelle il y a eu plein de montages TikTok et Instagram concernant ses retrouvailles avec son amour de jeunesse lors d'une de ses performances artistiques. Une vidéo émouvante, touchante, mais d'habitude, l'art de Marina Abramović, c'est autre chose. Dans les mails publiés par Wikileaks, on trouve une invitation de Marina Abramović à John Podesta et son frère Tony. Elle les invite à un Spirit Cooking Dinner. Alors, c'est quoi un Spirit Cooking Dinner par Marina Abramović? C'est ça. Prendiamo tutto fuori e alla fine io prendo di ultima sangue. Vu comme ça, elle a l'air beaucoup moins sympa, Marina. Voilà une autre de ses soirées. An artist's relation to self-control. The artist should not have self-control about his life. The artist should have total self-control about his work. An artist's relation to solitude. Kick it up now, kick it up.
Encore une fois, personnellement, je trouve que c'est de mauvais goût, mais rien de condamnable en soi. En tout cas, Marina Abramović est une femme puissante, au contact des élites, ici en photo avec Rothschild père. Mais revenons au Podesta, à Tony cette fois. Car si Tony Podesta est un lobbyiste, il est aussi un grand amateur d'art et un collectionneur. Il en parle ouvertement, en est fier, et de nombreux articles à son sujet ont été publiés dans des magazines spécialisés. Voilà les œuvres d'art qu'on peut y retrouver. Des enfants en détresse, ligotés, dans des positions et situations étranges. Je ne vois pas qui voudrait de ça chez lui, mais c'est de l'art, certes provoquant, mais encore une fois, ce n'est pas illégal. Il existe aussi une photo, prise lors d'un reportage chez Tony Podesta, concernant sa collection justement. L'homme qui tient le micro n'est autre que James Alefantis, le propriétaire du Comet Ping Pong. Les deux hommes se connaissaient et partageaient visiblement les mêmes intérêts artistiques. Jusqu'ici, on pourrait dire que tout cela n'est que coïncidence malheureuse. Un compte Instagram avec des dizaines de photos d'enfants, des goûts artistiques disons orientés, des performances provocantes, mais rien d'illégal. Mais en faisant cette petite enquête, j'ai trouvé de façon très simple sur internet de nombreux autres éléments qui ne sont jamais mentionnés dans les articles sur le sujet, alors que pourtant très simplement accessibles en quelques clics. Je ne parle pas de témoignages sur des forums obscurs, mais de documents de la justice des États-Unis et du FBI. Vous pouvez consulter ces documents, et encore une fois, je vous invite à le faire. Un des plus grands programmes du FBI destiné à la protection des enfants s'appelait Opération Innocent. Et en cherchant ce nom sur leur site, on trouve plein de fichiers, dont ce document. Le FBI l'a publié en 2007 et il recense les symboles et codes utilisés par les réseaux pédophiles pour se reconnaître entre eux. Ils indiqueraient via ces symboles leurs préférences sexuelles. Dans de nombreuses affaires, on les a parfois même retrouvés sur des bijoux ou des pièces de monnaie. Ce triangle qui se referme sur lui-même est le logo Boy Lover, pour ceux qui aiment les petits garçons. Et souvenez-vous bien de ce triangle, car on va le retrouver plusieurs fois dans cette affaire. Déjà, on le retrouve sur le logo du restaurant voisin du Comet Ping Pong, Besta Pizza. L'enseigne change alors son logo quelques jours après les premières rumeurs sur le Pizzagate. Encore une fois, c'est peut-être simplement une coïncidence malheureuse. Mais maintenant, jetons un œil aux activités organisées au Comet Ping Pong, car James Alefantis y programmait aussi des concerts et soirées. Voici une affiche pour un concert du groupe Sextains, et voici leur clip le plus connu. Après 5 secondes de clip, on retrouve le logo Boy Lover, et à de nombreuses autres reprises dans la suite de la vidéo. Puis un autre artiste était régulièrement invité, Evie Staines. Voici un court extrait vidéo d'un échange avec le public. And Jerry is known to hang out down here. He likes the world sounds. Tamales. And little boys. And children. I think that was his manager. No. We all have preferences. Anyway. Là, j'ai un peu vacillé. Mais non, c'est pas possible. C'est une mauvaise blague et une grande série de coïncidences, c'est tout. Et puis, c'est quoi le rapport avec la pizza? Et c'est là que j'ai trouvé un document qui, je vous l'avoue, donne un autre regard sur cette histoire. En cherchant des affaires récentes de pédophilie sur Internet, je suis tombé sur le cas de cet homme, Clinton Harden. Jugé en 2023 pour détention et échange de contenu pédophile, il sera condamné à 8 ans de prison. Et en se rendant ensuite sur la base de données des documents publiés par la justice américaine sur les affaires résolues, et en tapant son nom, bingo, on trouve le rapport de l'agent du FBI l'ayant arrêté. Alors on souffle un coup et on télécharge le document. Il s'agit bien du même nom, et cet homme est jugé pour détention et échange de contenu pédophile. L'acronyme CSAM utilisé dans ce document signifie Child Sexual Abuse Material, du contenu pédophile. L'agent du FBI indique que les coupables ont utilisé le terme pizza pour parler de contenu pédophile durant leurs échanges. L'agent ajoute « Je sais depuis ma formation et d'expérience que pizza ou cheese pizza est un nom de code connu utilisé par des individus pour échanger à propos de contenu pédophile en public sans détection.
Après avoir partagé le contenu pédophile, l'homme a demandé à l'autre s'il se sentait mal avec toutes ses pizzas. Il lui a répondu « La pizza est un de mes plats préférés ». Dans la description des images confisquées par l'agent, on parle d'un bébé de moins d'1 an. Donc, contrairement aux médias qui clament que ceux pensant que le mot pizza est un code sont des dérangés, on apprend qu'il est connu, et même enseigné lors de la formation d'agents du FBI, que ce terme est utilisé par les pédophiles pour échanger entre eux à propos d'enfants. Ceci étant dit, juste pour voir, on va lire quelques mails mentionnant la pizza dans les mails d'Epstein, en n'oubliant pas que cet homme est l'organisateur de trafic d'enfants. On a donc ce mail The Pizza Monster, où Epstein dit à propos d'une photo envoyée « Elle a l'air enceinte » et on lui répond « Tu veux dire rayonner d'une douce lueur avec ce regard de béatitude et d'excitation ? Ouais, c'est la pizza. » Ou bien son assistante qui écrit à un homme « Jeffrey dit qu'il veut sortir dans une pizzeria avec vous. Il n'a pas mentionné de pizzeria en particulier, mais il croit savoir que vous êtes au courant de ce genre de choses. » Nous avons adoré. La soirée pizza était géniale. On s'est beaucoup amusé. On est resté tard. On a dormi tout hier matin. Ta nuit était bonne ? Il y a aussi plusieurs mails mentionnant une alerte pour envoyer des pizzas à différents individus. On lui écrit aussi « Serait-il possible pour Brice et moi d'aller à Red Hook pour y manger une pizza rapidement ?» Je voulais te dire que l'équipe a vraiment apprécié la pizza aujourd'hui. Merci de nous avoir laissé faire ça. À quelle heure tu veux qu'on aille chercher pizza et jus de raisin demain ? Ou ce mail dont l'objet est « Ta pizza est miam miam. Merci pour la pizza aujourd'hui. Très bonne. Bisous. » Ou pour finir ce mail, « Retournons chercher de la pizza et du jus de raisin demain. Personne d'autre ne peut comprendre. » Alors oui, on peut tout interpréter. Si ces mails étaient les vôtres ou les miens avec des amis, il n'y aurait sûrement rien à dire. Mais à la vue du rapport du FBI sur le terme pizza et du passé d'Epstein, je crois que ces documents ne doivent pas être pris à la légère. Maintenant, je dois vous montrer un extrait vidéo d'un autre passage de Heavy Stains au Comet Ping Pong. Welcome, welcome friendly people to Comet Pizza and Ping Pong. It's a wonderful day, the special day in January. It is the day of the birth of our Lord. Sasha Lord. Sasha, you're here. I had a plan, but I just remembered the horrible things I've done. Well, have any of you enjoyed this special pizza here tonight called the Hottie? Or are you familiar with the Hottie if you didn't eat it? If you know the Hottie, you don't have to do anything grandiose. Just give me a little thumbs up if you know this Hottie. Just raise your hand a little. Okay, okay. And if you haven't had it, you should try it. It's delicious. So I asked Sasha to carry my baby. And you know what? She did it. At first, I was alarmed. I was a little worried. I was like, okay, she's Russian. She might sell it for vodka and soft toilet paper. But no, she didn't. She held on to that child all the way to the end. And the fucked up thing was really, it was after it was born. I had to put that shit down. Euthanasia. You want to know why? It came out really tiny. And it didn't have any hair. And it had this rope thing coming out of its stomach. It's fucking cord. I was like, is this what happens when Russians have babies? And it kept saying, doo-doo, gaga. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Il est mathématiquement possible que toute cette affaire ne soit qu'une série d'un très grand nombre de coïncidences malheureuses. Mais le traitement médiatique de cette affaire, qui semble totalement folle et très dérangeante, je vous l'accorde, est à mon sens plutôt dissonant avec de nombreux éléments, encore une fois très facilement trouvables sur internet par un mec tout seul chez lui, et qui, je le rappelle, ne viennent pas de forums obscurs, mais d'institutions officielles. Je précise aussi qu'en cherchant un moment, on peut trouver sur internet d'autres éléments, que je ne partagerai pas ici, regrettant moi-même de les avoir vus. Mais effectivement, peut-être que les frères Podesta ont simplement de très mauvais goût en matière d'art. Peut-être que James Alefantis poste juste naïvement des photos d'enfants sur son compte Instagram.
Peut-être qu'il est normal qu'un très grand nombre d'individus assez haut placés pour échanger avec Epstein mentionnent tous par mail entre eux à quel point la pizza c'est génial et que personne ne peut comprendre. Peut-être que le terme pizza et le fait que les symboles retrouvés autour du Comet Ping Pong et dans les clips d'artistes se produisant là-bas soient les mêmes que ceux du FBI pour identifier des pédophiles est un malheureux hasard. Peut-être que la Hoti, dont parle Evie Steins, est juste une pizza pimentée et que tous ces gens sont réellement fans de pizza. Au final, peut-être que tous les propos tenus lors de ces événements et mails sont des blagues. Tout ça n'est effectivement, peut-être, qu'une très grande série de coïncidences. Mais que le Pizzagate existe ou non, des abus et du trafic d'enfants du genre existent encore aujourd'hui. Et je crois que nous, les gens normaux si j'ose dire, ne pouvons pas imaginer l'ampleur du système et l'horreur liée à ces pratiques. Pour conclure, je vous laisse sur un témoignage de Ronald Bernard. Il est ancien banquier d'affaires et est interrogé lors d'une commission judiciaire sur le trafic d'êtres humains et les abus sexuels sur mineurs. Il apparaît également dans les fichiers EFTA. Epstein et un de ses contacts se demandent ce qu'ils vont faire des preuves qu'il a apportées concernant des sacrifices d'enfants. Je pense qu'il résume assez bien ce film et permet de comprendre la trajectoire d'un homme comme Epstein. Et ce, des années avant la publication des 3 millions de documents. Merci d'avoir regardé ce film. The horror we are facing today is our horror. Because the world we are facing today is not because of the perpetrators. It's about the billions of people who are doing nothing. And it's not pleading guilty. No. It's about being unaware. Having said that, I developed myself in a criminal way, covered by shiny import, export, and so on. So I got, on a young age, I'm talking about roughly around 20, I had already these shiny things like cars you can only afford when you are rich. Start playing with, well, I played the Hollywood show, like the succeeded businessman when I was 20. And then most of them say, oh, he has rich parents, of course, because otherwise how can you afford this? But out of all this business, I started also be involved in currency trading of who was not with tax, black money. So I started to be making a little bit of business with money. And then one of the guys in Brussels, who was one of my partners in dealing with currencies, said, hey, you run around the clock daily with all your business and activities. Why don't you go into money trading? We have license available and we can make a deal. And we did this through offshores, like nothing on your name. And it could be a nice career for you. There was one condition, a warning ahead. You have to put your conscience in the freezer in minus 100 degrees. And I say, no problem. Hey, I'm nearly dead, so no problem. So I became, step by step, a servant of the big money, step by step. So after all these assignments, they start to spot you. Like, hey, here's a bright guy, he's always knowing his way, like hustling here, hustling there, playing with the rules. And then they start to invite you more and more for higher assignments. Then you start to work for banks, independent. You're doing the dirty work for central banks, for multinationals, for governments, for what they call now terrorist organizations, and all secret services. Hey, secret services? Yes. And then on top, like the peach or the fruit of the cake, churches. Wow, you get the whole palette where the money floats, the big money. And you get
the invitation to join in these circles to move all the money they want to move worldwide. To start wars. To start all the misery in this planet. Because there is nearly no misery on this planet in a natural way. Most of them is created. Because they keep the system running, because it's a dualistic system. They make the money only because when it's dualistic. And if we have all the ships, these energy containers they use only to suck, if they are asleep, fine, you can do whatever you want. This is also the mentality of the elite. Well, they are not elite. They are not elite. The people I worked for in the end of the days, you're talking roughly about 8,500 people on this world who run the show. And they are like who I was. Completely afraid, nearly dead, filling up the holes daily, never enough, surfing the monster of greed, the monster of more. And there comes Lucifer in the end. Because we are talking here about interdimensional things. This 8,500 became my friends. Because it was really coming home. First time in my life I start to be with humans who understand me and I understood them. Because most of them were going through the same hell. They did it in a different way, different bloodlines, but they have also a lot of misery in their lives. This is not about humans. This is about a very evil dark force who really enjoy to destroy all life on this planet. And it's still on. And I was enjoying them as well. I really, and I don't say it with regret because I'm going back now in time, otherwise it's a fake, I really enjoyed it to have the opportunity to destroy all humans and all life on earth. Nature was nothing. It was to be destroyed. We were hating everything what represent life, what represent the creator of heaven and earth. Don't take this very light. You can't imagine, I understand that, not all can understand this, but this is going on till today. In the end, because I can give you all the details about everything I did in this world, like indirectly I was killing people. Like you are in a stealth bomber, dropping bombs. I did this financial-wise as missions, like destroying temporarily the economy of Italian. And then later on, when you are in the financial market, you listen to the people who are involved, and they have a big laugh because some people were killing themselves because their companies were destroyed and they left behind women with children. And we have only a laugh about it. We joined it. That's the world I come out. My turning point was that I was so good in everything I did with my team that I was, in their opinion, ready for the last stage, to be invited in sacrifice of children. That hits me. That was really going through my bunker. I couldn't handle it. It was hitting me like hell. I didn't go there. And I start to malfunction. And my whole career falls apart. And the last point I want to give you
is if we want to have liberation, don't look at outside anymore. Don't look at outside anymore. The change will be from inside. We, the people on this planet, have to choose different, saying we don't want this anymore. It's enough. We can decide for ourselves to stand up, to be as one again, unity and diversity, and we can cooperate worldwide with each other. And tools for this are there, because one of the main tools you need to transform is the financial, monetary, banking system I was coming out. The tools are available, like healthcare, energy, everything is already available on this planet. The only thing we have to do is connect with each other, unite with each other worldwide, and say no more. Stand up, be the change yourself.